Hello à tous et bienvenue dans le premier épisode de Scale avec YouTube. On est ravi de vous accueillir avec Elisa. Pour se présenter rapidement, moi c'est Blas Calvello, donc j'accompagne les entrepreneurs à se développer sur YouTube depuis à peu près 2 ans. J'ai pris la spécialité de scriptwriter au début, casquette que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que j'écris les scripts des entrepreneurs qui veulent utiliser leur chaîne YouTube pour en faire un de leurs principaux canaux d'acquisition. Et petit à petit, j'ai aussi pris une approche plus stratégiste. Donc vraiment, je conseille mes clients sur les vidéos à créer directement sur leur chaîne, comment bien les packager et aussi comment bien les construire pour faire en sorte qu'elles leur permettent d'atteindre leur objectif. Yes, et salut à tous, moi du coup c'est Elisa, fondatrice de Vidali Studio, une agence du coup Done for You pour entrepreneurs où le but c'est vraiment de permettre à mes clients de profiter de ce canal d'acquisition incroyable sans y passer tout leur temps parce que vous êtes entrepreneur et pas influenceur et du coup nous on vous propose de profiter de ce canal d'acquisition en n'y passant que 5 heures par mois parce qu'on va faire 90% du taf pour vous. Donc je suis hyper contente du coup de faire ce podcast avec Blas et en fait, ce podcast, il a vraiment pour but de donner beaucoup de valeur, mais également qu'on puisse discuter ensemble, confronter nos idées et puis se challenger dans nos réflexions. Donc, on espère que ça va vous plaire. Et puis, en tout cas, vraiment ravi de faire ce podcast avec Blas. De même, et puis du coup, pour lancer ce premier épisode, moi j'avais une petite réflexion sur laquelle je voulais rebondir. En fait, récemment, j'étais en train de discuter du titre d'une vidéo pour un de mes clients, qui du coup lui est dans la thématique du resell, et son approche c'était de repartir directement des titres qui étaient présents sur les vidéos qui étaient en tendance autour du sujet sur lequel on voulait travailler. Donc en gros, lui, il avait une approche, c'est que moi je lui avais déjà proposé des idées de titres, et lui il voulait à tout prix qu'on se base sur ce qui se faisait dans les tendances, donc autour des vidéos, autour du même sujet qu'on voulait suivre. Et en fait, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais est-ce que c'est si pertinent que ça de suivre les tendances et de suivre ce qui se fait en fait de façon générale autour d'un sujet à un moment donné euh, sur YouTube? Est-ce que c'est si pertinent que ça pour aller chercher des vues? Est-ce que c'est parce que les autres le font et que ça fonctionne pour les autres que ça peut fonctionner pour nous? C'est un petit peu la réflexion que j'aimerais lancer aujourd'hui. Je sais pas comment tu rebondirais là-dessus, Elisa. Toi, il me semble que tu avais quelque chose d'intéressant à dire sur les tendances. Donc go commencer par ça si tu veux. Yes, bah moi écoute, pour être honnête, je pense pas qu'il existe vraiment de tendance de titre. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Je pense qu'il y a plutôt des tendances de sujets et des tendances en fait dans tout ce qui est SEO, recherche, etc. Évidemment, et on peut très bien le voir comme tu l'as dit dans les vidéos qui sont en tendance. Après, tendance de script, c'est un peu compliqué. Moi, je le perçois pas comme ça. Moi, après, on expliquera un petit peu comment est-ce qu'on choisit, comment faire nos titres, etc. Quelles sont les erreurs à éviter, etc à tout le monde. Mais personnellement, moi, je préfère me baser sur des patterns qui ont déjà fait leur preuve, pardon. Pouvoir un petit peu les analyser, les combiner entre eux pour pouvoir tirer le max de performance de chacun. Mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des tendances de titres. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le perçois. Donc, toi, qu'est-ce que tu as répondu à ton client comment tu vois les choses? Alors, je ne l'ai pas encore répondu, puis lui, il avait l'air assez à cheval sur cette idée de tendance, donc je verrai ce que je lui dirai, mais il y avait une réflexion que j'avais par rapport à ces questions de tendance. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on entend déjà par tendance de titre, c'est autour d'un même sujet qui peut parfois arriver plus à une période donnée qu'à d'autres. On pourrait, par exemple, je ne sais pas, prendre le sujet euh, de Noël. Imaginons qu'on a un client ou une chaîne YouTube qui est dans le e-commerce, par exemple. Imaginons donc c'est la période de Noël, c'est la période de fête, donc là forcément il va s'agir de trouver des produits gagnants qui peuvent être intéressants pendant les périodes de fête. On pourrait se dire du coup qu'il y a beaucoup d'e-commerçants, c'est vraiment un exemple, mais on pourrait imaginer que beaucoup d'e-commerçants vont faire des vidéos autour de ce sujet des produits gagnants pendant les fêtes de Noël. Donc là, il y aura une sorte de tendance autour du sujet, mais par la même occasion, étant donné qu'il y a beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs qui vont publier sur ce sujet-là, on pourrait remarquer parfois certaines tendances de titres. Et ce que j'entends par là, c'est-à-dire des structures de titres ou des façons d'écrire ces titres qui vont revenir, qu'on va retrouver dans la plupart de ces vidéos. Et pour moi, en fait, ça va faire émerger un premier problème que je pense certaines personnes ont tendance un peu à oublier, c'est que souvent quand il y a une tendance et que beaucoup de gens cherchent à faire, je sais pas, tel ou tel style de miniature, tel ou tel style de titre, voire certains sujets dans certains cas, mais là on parle vraiment des titres, le truc c'est que de plus en plus de gens vont les reprendre, donc telle tendance, les gens vont se dire tiens, il a fait ce titre-là, sa vidéo a bien fonctionné, donc je vais prendre le même titre, et ainsi de suite. En fait, plus les gens vont commencer à utiliser ce titre, plus d'autres vont le faire, et donc ça va faire en sorte que ce titre-là, qui au départ était plutôt original puisqu'il sortait du lot, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été repris, petit à petit ça va devenir la norme. Et en fait, le problème en devenant la norme, c'est que du coup, il sera moins attrayant pour les spectateurs, puisqu'ils auront plus l'habitude de le voir. Ça leur donnera moins envie de cliquer, puisque c'est plus un titre qui est original à ce moment-là.
Et du coup, c'est ça le principal problème, en fait, à mon sens, quand on s'attache vraiment aux tendances, donc que ce soit pour les miniatures ou pour les titres, c'est qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler et un titre qui était original au début finira par être purement banal et donc ça incitera moins au clic alors que c'est quand même une de ses raisons d'être principales. Donc voilà, en tout cas, en termes de problème, un des premiers que je peux souligner par rapport à cette idée de tendance de titre. Et c'est pourquoi, à mon sens, c'est pas toujours pertinent de vraiment foncer sur la tendance. Je sais pas ce que tu en penses, si t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, bah écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Ou alors vraiment si bah, mon client ou ton client enfin, veut vraiment partir sur des tendances, faut qu'on essaye de l'amener avec un angle différent, une façon de voir les choses différentes justement pour pas surfer sur la tendance. Enfin, c'est pas ne pas surfer sur la tendance parce qu'on va surfer sur la tendance, mais ne pas rentrer vraiment dans un moule où tout le monde va faire la même chose, etc. Moi, je pense que, enfin, toi comme moi, on sait que le titre c'est vraiment important pour une vidéo YouTube, que bah c'est ce qui fait que les gens vont cliquer ou pas principalement sur une vidéo en plus de la miniature. Et c'est vrai que c'est pour, enfin, ce que tu as dit, ça fait vraiment sens. Moi, c'est pour ça que j'aime pas vraiment copier-coller des titres qui fonctionnent. Ou alors, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de regarder des tendances, si on peut appeler ça tendance encore une fois, dans des niches différentes de la sienne, et venir la calquer et la mettre au goût de notre niche à nous, avec évidemment ce que l'audience de notre niche à nous aime, etc. Mais vraiment faire venir les tendances d'une niche à une autre sans faire un copier-coller dans la même niche, quoi. Ouais, complètement. D'autant que c'est vraiment ça l'approche que tu proposes et je suis très aligné avec ça. C'est l'idée de quand même essayer de bénéficier d'une tendance en essayant de se positionner dessus avec la vidéo qu'on va faire et donc le titre qu'on va choisir, mais quand même apporter un petit élément différenciant, que ce soit un mot qui va changer, que ce soit même l'idée globale qui va changer, même si on utilise sensiblement la même structure, pour vraiment montrer aux gens que nous, on va apporter quelque chose de différent. Là où la plupart de nos concurrents suivent vraiment le même titre dans la même tendance, nous, on vient, on essaie de profiter de la tendance, mais pour en profiter encore plus et se démarquer des autres, il va falloir trouver ce petit élément dans le titre qui va faire que les gens vont se dire tiens, ça c'est original, il l'amène d'une façon originale, j'avais pas pensé à ça, j'ai envie de cliquer pour en savoir plus. Ouais, ouais, totalement. Et je pense que bah, c'est vraiment ça qui fait que une vidéo peut surperformer par rapport à d'autres. Donc c'est vraiment hyper important. Surtout que bah encore une fois, comme je le dis, tu vois, le titre c'est vraiment hyper important. C'est très négligé parfois de certains créateurs et c'est vrai que ça m'étonne encore beaucoup quand on voit que bah c'est ce qui fait vraiment, enfin c'est ce qui peut enfin, faire vraiment la différence, tu vois, sur une vidéo. Donc c'est pour ça aussi que c'est le sujet du podcast aujourd'hui. C'est vraiment comment faire un bon titre, quelles sont les erreurs à éviter et quels sont du coup les conseils que nous on utilise pour nos clients et qu'on va vous donner dans cette vidéo. Donc c'est vraiment très cool et contente qu'on soit alignés du coup tous les deux sur ce sujet-là, quoi. Mais du coup, quand même, avant de préciser aux spectateurs et à ceux qui nous regardent quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour écrire leur titre, je suggère quand même éventuellement qu'on revienne sur les erreurs qui sont beaucoup faites dans YouTube Game. Parce que évidemment, écrire des titres, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas en sachant écrire des scripts, et même quand on est un des titres, pardon. Et même quand on est un bon entrepreneur, finalement, on peut être très bon dans de ce qu'on fait, mais ne pas être capable d'écrire de bons titres. Et dans ce sens-là, j'aimerais bien revenir sur quelques erreurs avec toi, parce qu'on en remarque quand on se balade sur YouTube ou même quand on regarde certaines vidéos de nos clients, certaines vidéos qu'ils ont pu réaliser par le passé, il y a quelques erreurs, on en a noté quelques-unes qui reviennent souvent et qu'on peut éventuellement essayer de débunker maintenant avant de vous donner les bonnes pratiques. Donc je te laisse commencer, Elisa, si jamais tu en as en stock, ça nous intéresse. Yes, bah écoute, c'est vrai que du coup il y en a pas mal des erreurs, donc on va essayer de bien les expliquer pour pas que les gens qui nous regardent les refassent. Mais je dirais que la première et une des plus importantes à mon sens, c'est les gens qui prennent un titre copier-coller et qui font pas vraiment de recherche pour connaître leur audience. Donc ça c'est un peu ce qu'on a évoqué auparavant. Donc c'est faire des copier-coller des tendances par exemple, alors que bah, en fait c'est pas du tout ce que mon audience elle recherche. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important je trouve et c'est pour ça que nous, on met vraiment l'accent aussi là-dessus pour nos clients, c'est de faire des recherches approfondies sur l'audience, donc que ce soit tout ce qui est âge, profession, objectif, etc. Croyances, frustrations, enfin bref, toutes les bases un peu de copywriting et de psychologie qui font qu'on peut vraiment comprendre notre audience. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur qui est fatale, entre guillemets, c'est de vouloir copier-coller un titre tendance sans avoir vraiment fait de recherche sur son audience et du coup bah, être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que mon audience rechercherait. Complètement. Et puis d'ailleurs, pour enfoncer le clou avec ce que tu dis, il y a toujours la même problématique qui va revenir, c'est que quand tu vas reprendre un titre qui a bien fonctionné pour certains de tes gros concurrents, finalement, en fait, si vous avez sensiblement la même audience, et généralement, il y a à parier que ce soit le cas avec le gros concurrent, le truc, c'est que ton audience à toi ou l'audience du client aura déjà vu, en fait, en réalité, la vidéo du gros youtubeur qu'on va essayer de copier.
Et du coup, dans ce cas-là, en fait, il va juste revoir le même titre, il verra juste que c'est une personne différente. Et pourquoi est-ce qu'il aurait envie de cliquer en fait? J'aime bien faire l'analogie avec le supermarché. Tu vois, c'est vraiment comme si YouTube c'était un grand supermarché, il y a plein de produits dedans. Et évidemment que quand on est dedans, bah, le but c'est qu'on va avoir envie d'acheter un produit, donc envie de cliquer sur une vidéo. Le truc c'est que si notre marque préférée en fait, elle a déjà créé le produit dont on a besoin, pourquoi est-ce qu'on irait cliquer sur le, pourquoi est-ce qu'on irait cliquer, enfin acheter le produit d'une autre marque qui a juste fait exactement la même chose, sauf que c'est pas la marque en question. C'est un petit peu la même chose avec les vidéos. Et j'ai l'impression vraiment que quand on essaie de reprendre le titre d'un concurrent qui a déjà bien fonctionné, en fait, on se tire juste une balle dans le pied parce que les gens vont pas cliquer dessus étant donné qu'ils l'auront déjà vu. Et puis ceux qui se rappellent du titre exact de la vidéo du concurrent qu'on a copié, ils vont juste se dire, bah tiens, il fait la même chose, il n'a pas vraiment réfléchi à son titre. Et c'est dommage parce que ça peut nuire gentiment à l'image de marque du créateur qui fait ça, quoi. Donc tout à fait, c'est assez dangereux de copier les titres, même si on se dit que c'est quand même une bonne idée. Et il y a un autre problème que je vais souligner qui revient assez souvent aussi sur YouTube, j'ai l'impression. C'est assez délicat en réalité. Et il y a aussi le fait que, mine de rien, dans un titre, il me semble que c'est 100 caractères maximum, sachant qu'en plus, même sur téléphone, enfin surtout sur téléphone, c'est encore plus coupé. Je crois que tu peux voir seulement les 60 premiers caractères, un truc comme ça. Donc on est très limité en termes de place. Mais il y a beaucoup de gens qui font une erreur assez importante, qui est de faire un titre qui est trop générique ou qui est trop flou. On n'arrive pas vraiment à percevoir la proposition de valeur. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, encore une fois, il faut vraiment se dire que votre spectateur, il est face à une armée de vidéos. Il a des dizaines, voire des centaines de vidéos qui sont à sa disposition. Il a juste à descendre un petit peu, que ce soit sur son téléphone ou son ordinateur, voir sa télé, pour essayer de trouver ce qui va lui faire plaisir. Et le problème, en fait, c'est quand on a un titre qui est trop flou, qui n'est pas assez spécifique, le problème, c'est que la personne aura du mal à se projeter et à se dire concrètement qu'est-ce que je veux voir dans cette vidéo. Euh, je sais pas, ça dépend beaucoup du contexte, du format, du sujet qu'on va essayer de toucher, mais si on fait un titre qui dit par exemple euh, j'ai échoué, bah, ce sera beaucoup moins concret que si on dit mon entreprise s'est cassé la gueule. Donc c'est pas forcément des exemples de très très bons titres, mais l'idée est là, c'est que moins vous êtes spécifique, moins vous allez donner d'éléments à vos spectateurs et à votre public pour qu'ils puissent se projeter dans le contenu que vous allez faire. Et du coup, moins il arrive à se projeter, plus il y aura de friction et moins il aura envie de cliquer sur votre vidéo. Du coup, donc c'est vraiment un travail qui se fait inconsciemment et c'est de l'ordre de quelques centièmes de seconde ou quelques secondes, mais c'est quand même quelque chose qui est super important parce que un seul titre, en fait, quelques mots vont vraiment avoir un impact ou non sur la mise en avant de votre vidéo, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est aussi une erreur que je vois souvent, donc tu fais bien d'en parler, ça fait partie de celles, je pense, qui sont les plus courantes. C'est vrai que les gens ont tendance à vouloir faire de plus en plus court, justement, pour le problème que tu as évoqué, mais c'est vrai que parfois, ça manque de précision, et du coup, ça donne pas vraiment envie de cliquer, donc totalement d'accord avec toi. Une autre erreur, moi, perso, que je vois pas mal aussi, après, là, enfin, je sais pas si ça rentre vraiment dans la catégorie erreur de titre, mais en fait, c'est de penser, enfin si en fait c'est quand même une grave erreur, mais c'est de penser au titre de la vidéo à la fin, après tout le processus. Donc après avoir tourné la vidéo, après avoir scripté, etc. Ça c'est vraiment aussi une grosse erreur, là c'est une erreur qui m'est venue en tête. Mais en gros, ça je le dis et je le répéterai jamais souvent, enfin je le répéterai jamais assez, pardon, c'est que pour moi, enfin, la première chose à faire, c'est vraiment trouver son titre. Même au-delà de faire la miniature, faire le script, etc. La première chose que vous devez faire si vous voulez faire une vidéo, c'est vraiment penser au titre en premier. Pourquoi? Parce que dans les 5 à 10 premières secondes, il faut tout de suite répéter la promesse, donc pas mot pour mot, il faut la reformuler évidemment, mais la promesse qui a été faite dans le titre. Parce que c'est à ce moment-là, du coup, que les gens vont vraiment se rendre compte que vous tenez vos promesses, qu'on n'est pas face à un titre putaclic, que vraiment la promesse qui a été faite dans le titre ça va vraiment se passer dans la vidéo, quoi. Donc c'est hyper important pour moi de réfléchir au titre avant toute chose. C'est vraiment une erreur que je vois énormément, des titres qui ont rien à voir du coup avec la vidéo parce que ils ont été pensés à la fin et ils ont parfois été copiés-collés comme on le disait au début. Et du coup, ça c'est vraiment une grosse erreur et je pense même que c'est la plus grosse selon moi, c'est que vraiment il faut penser au titre. C'est la première chose que vous devez faire quand vous voulez tourner une vidéo YouTube, enfin créer du contenu sur YouTube, etc. Pensez au titre et surtout répéter la promesse qui a été faite dans le titre dans les 5 à 10 premières secondes de la vidéo en reformulant encore une fois, mais pour bien montrer que la promesse qui a été faite sera vraiment délivrée dans la vidéo. Complètement 100% d'accord avec toi. Et tu fais bien de le préciser, ça j'avais pas du tout pensé. Mais en fait, je pense que quand tu réfléchis à ton titre avant même de créer ta vidéo, j'ai l'impression que tu passes à un niveau supérieur dans la création de contenu. Euh,
Pourquoi? Parce que il y a cette idée de la promesse en fait. Les gens vont cliquer sur une vidéo parce qu'il y a une promesse. Et ce, peu importe le domaine. Que vous ayez fait une enquête journalistique qui porte sur, je sais pas, la face cachée de tel ou tel influenceur, que vous ayez fait un vlog dans lequel il vous est arrivé une dinguerie, que vous ayez fait, je sais pas, une vidéo face cam dans laquelle vous allez donner des conseils pour apprendre aux gens à gagner de l'argent avec ChatGPT, par exemple. Une vidéo, c'est toujours une promesse, et cette promesse-là doit être emballée dans le titre, ou à minima doit être teasée dans le titre. Et le truc, c'est que le fait de travailler sur votre titre en amont, elle va vous permettre de préciser cette promesse-là, et ça va vraiment ensuite devenir le fil rouge que vous allez suivre tout au long de la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est super important, parce que ça fait vraiment une sorte de socle très solide, un petit peu comme les fondations d'un bâtiment. On a besoin de ces fondations pour que le bâtiment ne s'écroule pas, bah, c'est la même chose pour la vidéo. Et typiquement, j'ai un exemple assez intéressant en la matière qui pourra peut-être faire réfléchir aussi quelques personnes. J'avais bossé avec Yomi Denzel sur sa chaîne pendant quelques mois, et je me rappelle qu'à l'époque, quand il s'agissait de lui trouver des idées de vidéos, lui, il voulait pas qu'on lui pitch quoi que ce soit, il voulait pas des idées de miniatures, il voulait rien du tout. Lui, ce qu'il voulait, c'était des idées de titres. Et lui, il se basait que sur les idées de titres, donc bien avant de créer les vidéos, pour savoir si la vidéo avait un semblant de potentiel. Et s'il estimait que oui, s'il estimait que l'idée du titre était bonne, qu'il y avait quelque chose à creuser, là, on allait la travailler, on allait faire des propositions de miniatures, on allait travailler les scripts, etc. Euh, et dans la même optique, je me rappelle même j'ai lu un bouquin qui s'appelle Made to Stick, que je vous recommande grandement, qui est un peu la bible des idées. C'est vraiment voilà, une bête de valeur en termes d'idéation, que ce soit pour les idées de vidéos YouTube, des posts LinkedIn, des livres, peu importe. Et dedans, il parlait d'un exemple très intéressant, qui était celui des journalistes. Et il disait que les meilleurs journalistes, avant même d'écrire leur article, ils trouvaient des idées de titres, et ils n'écrivaient l'article que lorsqu'ils avaient un titre qui tenait vraiment la route, qui était assez court, qui était percutant, qui donnait envie d'en savoir plus. Et c'est vraiment ça que vous devez retenir en fait. Parce que si vous créez votre vidéo avant même d'avoir une idée de titre, déjà ça risque d'être compliqué de créer la vidéo parce que vous n'aurez pas ce fil rouge qui va vraiment constituer le tissu narratif, entre guillemets, le squelette de la vidéo. Euh, et surtout, en fait, vous allez vous retrouver ensuite face à, je sais pas, 10, 20, 30 minutes ou une heure de vidéo. Et là, vous allez devoir regarder tout ça et vous dire, mais quel titre je vais mettre? Vous ne saurez pas du tout comment faire. Et vous aurez le gros risque, comme l'a dit Elisa, de créer un titre en fait qui est soit un copier-coller d'un concurrent parce que vous n'avez pas su quoi mettre, soit un titre qui va mal emballer la proposition de valeur parce que vous aurez trop d'infos devant vous pour vraiment réussir à savoir dans quoi emballer toute cette valeur-là, toutes ces infos-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler son titre avant toute chose pour ensuite vraiment bien amener le reste, la miniature, le script, etc. D'ailleurs, je rebondis juste rapidement du coup sur cette erreur-là et du coup, enfin vraiment ce que je viens d'annoncer. C'est d'autant plus vrai, là tu vois, je viens de faire rentrer un client du coup chez Vidali, donc chez l'agence, et j'ai analysé en fait du coup sa courbe de rétention sur ses vidéos, parce que c'est une personne qui a déjà une chaîne YouTube, qui a déjà fait quelques vidéos, mais qui a des problèmes de rétention sur ses vidéos. Et en fait, bah, le problème de ces rétentions, parce qu'en gros, bah, enfin, je sais pas si ça va être dans le bon sens sur la vidéo, la courbe, mais en gros, la courbe de rétention, je sais pas si vous l'avez déjà regardé, ceux qui regardent le podcast. Je sais pas si vous avez vu ceux qui regardent le podcast, mais en gros, là, comme le montre très bien Blas, du coup, sur l'écran, la courbe de rétention, souvent, il y a un gros drop au début. Donc ça, c'est en fait tous les gens qui ont cliqué sur les vidéos, qui ont eu des attentes grâce au titre et qui n'ont pas eu réponse à leurs attentes parce que, bah, du coup, la promesse n'a pas été répétée ou alors le titre a carrément été putaclic, etc. Donc ça n'a pas répondu aux attentes du viewer et ça, c'est une grave erreur. Et c'est du coup l'erreur que faisait mon client actuellement. Et pour dire, nous, pour nos clients, on essaye de garder entre 60 et 65% de spectateurs au-delà de 30 secondes. Donc c'est ici sur le screen de Blast, vous pouvez voir que c'est 57%. Nous, on essaye de faire un petit peu plus, mais pour vous expliquer en fait la gravité de cette erreur-là, c'est que mon client, il avait que 30% des spectateurs qui regardaient encore la vidéo après 30 secondes. Donc c'est vraiment rien du tout pour parce qu'en gros il n'y a même pas un spectateur sur deux qui reste au-delà de 30 secondes, donc c'est Mm. vraiment catastrophique. Si jamais vous respectez les attentes des viewers, généralement vous pouvez largement avoir plus de 50% des gens qui restent au-delà de 30 secondes. Ouais, complètement. Moi, c'est un peu la même chose que je remarque. Les vidéos, alors c'est pas forcément non plus les vidéos les plus virales. Ça, on aura l'occasion, je pense, d'en discuter lors d'un autre épisode, le rapport entre rétention et viralité. Mais en tout cas, ce que je constate aussi, c'est que généralement, les vidéos sur lesquelles on a le plus travaillé le titre, pour certains de mes clients, sur lesquelles on a vraiment travaillé donc le titre et la miniature qui vont de pair, l'idée du packaging, et on s'est assuré aussi de faire un bon titre avant même de démarrer la vidéo, de démarrer la prod. Généralement, on est entre 60 et 70% de rétention dans les 30 premières secondes, et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'idéal à viser. Ça dépend aussi évidemment, encore une fois,
du sujet, de l'audience, du format, de la durée de la vidéo, évidemment. Plus la vidéo est courte, généralement, plus il y a de gens quand même dans cette période de 30 secondes, Mhm. en général. Euh, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez viser. C'est vrai que si vous êtes en dessous des 60, voire en dessous des 50% de rétention dans vos 30 premières secondes, là, c'est qu'il y a clairement un problème. Et souvent, il vient du packaging en réalité, donc notamment le titre. Si le titre n'annonce pas clairement. Enfin, si, en fait, les gens vont cliquer en voyant votre titre et votre miniature, donc votre titre notamment. Et si ensuite ce que vous allez dire dans les 30 secondes ne colle pas avec ce que vous avez présenté dans le titre, il va y avoir un problème et c'est là qu'ils vont lâcher et c'est là que la courbe de rétention risque de chuter. Et dans la même approche, en fait, on peut refaire l'analogie, mais si on clique sur un article journalistique qui nous fait envie et que dans les premières lignes, je sais pas, les 5, 10, 20 premières lignes, ça n'a rien à voir avec ce qui était dit dans le titre de l'article, bah évidemment qu'on va partir parce qu'on se dit, mais je me suis juste fait tromper en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce travail. Ça sera bon pour le clic et en même temps pour la rétention. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou on attaque les autres erreurs qu'on a Non, en vrai, soulignées? je pense qu'ils ont assez bien compris. En tout cas, c'est vraiment, enfin, si toi tu regardes la vidéo, c'est vraiment une erreur hyper grave entre guillemets. Donc c'est pas grave évidemment, mais ça peut vraiment jouer sur les performances de ta vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger. Pense bien à travailler ton titre avant même de commencer toute la prod de ta vidéo. Complètement. Et du coup, pour rebondir là-dessus et les erreurs qui sont généralement faites dans les titres, euh, j'ai l'impression, donc tout à l'heure on a parlé des titres qui étaient trop flous, trop génériques, mais il y a aussi à l'inverse des titres qui parfois sont trop longs. Et du coup, en fait, ça va créer deux problèmes. Déjà, c'est que s'il y a trop d'infos dans votre titre, ça risque d'embrouiller les gens. Les gens, ils sont pas là non plus pour... bon, j'abuse un petit peu en disant ça, mais les gens sont pas là pour lire une dissertation. Ils ont vraiment envie d'aller droit au but et de savoir quelle est la proposition de valeur unique de votre vidéo à travers le titre notamment. Donc déjà, il ne faut pas qu'il y ait trop d'infos au risque d'embrouiller l'audience et de désinciter au clic, puisque les gens ne sauront pas clairement ce qui va être proposé. Et deuxième problème, et ça on l'a souligné tout à l'heure, mais sur YouTube, donc si vous êtes sur ordinateur, ça va être, je crois que vous voyez les 70 premiers caractères d'un titre, 70-80, peut-être les 100, je sais plus. Mais en tout cas, sur téléphone, c'est sûr que vous ne voyez pas au-delà de 60 caractères du titre. Et du coup, le risque, si vous faites des titres trop longs, et les 60 caractères, croyez-moi, ils sont très vite atteints. Le problème, c'est que du coup, les gens ne verront pas la fin de votre titre. Et du coup, ils n'auront pas toutes les infos pour pouvoir se projeter et savoir clairement ce que vous allez proposer dans votre vidéo. Donc, euh, donc grosse erreur, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais il y a des trucs à dire, je pense. Non, non, c'est vrai, totalement d'accord. Moi, c'est vrai que pour chacun des titres de mes clients, j'essaie de pas dépasser du coup les 60 caractères. Des fois, c'est vraiment chaud, donc on dépasse de 3 4 caractères. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on essaie de respecter parce que c'est vrai que si tu vois pas l'intégralité du titre, ça vaut pas trop le coup de faire des trucs trop longs, quoi. C'est ça, clairement. Et puis en fait, le truc, c'est que c'est un peu l'enjeu partout. Et quand on est dans le marketing, dans le copywriting, etc., c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Mais généralement, la simplicité euh, fonctionne bien. Enfin bon, Ouais. encore une fois, il y a plein de critères, plein de facteurs à prendre en compte, hein. C'est pas parce que un titre est simple et facile à comprendre que la vidéo va exploser, au contraire. Mais la réalité, c'est quand même que les vidéos qui performent le mieux sont souvent des vidéos qui ont des titres qui emballent bien et simplement la proposition de valeur de la vidéo. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de viser quelque chose de simple, court, incisif. Donc, encore une fois, on n'est pas non plus à deux ou trois caractères près, mais plus vous faites long, plus vous risquez encore une fois d'embrouiller l'audience. Alors que si vous êtes vraiment dans l'optique de faire assez court, assez incisif, là, vous allez généralement déjà avoir une idée qui est plus percutante, plus intéressante, et surtout, du coup, ça va plus facilement attirer le clic de la part de l'audience qui aura même pas forcément à réfléchir plus que ça pour se demander ce qu'il y a dans la vidéo, puisqu'elle le comprendra quasi instantanément. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, bah là, du coup, je sais pas si on pourrait parler tendance ou pas, mais c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, c'est que les titres les plus simples sont ceux qui fonctionnent le mieux, en tout cas en ce moment. C'est Mm. peut-être dû aux tendances, tu sais, du contenu un peu plus raw qu'on voit un petit peu avec moins de montage, plus d'authenticité, etc. chez les créateurs. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, tu vois, j'ai un client, typiquement, c'est ce qu'on a fait. J'ai un client là, on a fait, donc c'est un client qui est dans la bourse. On lui avait fait un titre pas complexe, mais tu sais, on avait mis un élément temporel, un élément un peu de suspense, etc. Tu vois. Donc, ce qui faisait qu'à la fin, ça pouvait être considéré comme un titre complexe. On s'est rendu compte au bout de 48 heures, donc nous, tu vois, on laisse vraiment 24-48 heures pour récolter assez de data et se rendre compte du coup si le titre est bon et s'il ne l'est pas, du coup, faire le changement de titre, donc de l'A/B testing de titre. Et on a changé du coup le titre pour quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose de fluide qui se lit en même pas une seconde, tu vois. Et là, maintenant, la vidéo, elle a vraiment remonté alors qu'elle était 10 sur 10. Donc, après, faut pas trop se fier uniquement à ça.
Mais du coup, ouais, là, la vidéo, c'est la deuxième qui performe le mieux sur sa chaîne. Et ça a permis, du coup, d'attirer beaucoup plus de gens, juste parce qu'on a choisi un angle différent et qu'on a également, du coup, un peu simplifié le titre, qu'on a enlevé quelques éléments, quoi. Super intéressant, ouais. Et je pense que tu vois, il doit y avoir quelque chose à creuser autour de l'idée de la simplicité, parce que même quand tu penses à certains ouvrages qui ont vraiment bien fonctionné, ouvrages ou films d'ailleurs, souvent en fait c'est aussi des propositions de valeur très simples. Bon, je parle de propositions de valeur, c'est pas toujours ultra adapté, mais tu vois, souvent c'est quelque chose d'assez simple qui se retient bien. En fait, je pense aussi que c'est peut-être pas super valable dans le cadre des titres YouTube, mais généralement quelque chose qui est facile à comprendre et qui se retient bien peut avoir tendance aussi à bien performer ou à plus performer que le long, parce qu'encore une fois, il y a cette idée de le cerveau n'a pas à faire d'efforts en fait. Et plus vous faites court, plus vous arrivez à faire simple, moins le cerveau aura à faire d'efforts pour interpréter ce qui est dit et quel est le message derrière. Et du coup, bah, évidemment, comme ce sera plus simple, il y aura moins cette idée de friction dont je parlais, et ce sera plus facile du coup pour comprendre ce qu'il y a dans la vidéo et avoir envie de cliquer si jamais on est intéressé. Ouais, bah surtout qu'il y a une règle qui s'applique, donc un peu plus au packaging à mon sens, enfin aux miniatures pardon, à mon sens qu'au titre, mais du coup c'est compris dans tout le packaging, c'est que bah, le viewer il va mettre en moyenne 2,8 secondes à savoir du coup s'il va cliquer ou pas sur la vidéo, et du coup ça met vraiment en lumière que plus on fait simple, plus le cerveau va capter les choses rapidement et plus il sera enclin du coup à cliquer sur la vidéo. C'est vrai que si du coup le titre est compliqué, qu'on comprend rien et que du coup le viewer a besoin de plus de 2 secondes pour comprendre vraiment le message que veut faire passer le créateur via sa vidéo, et ben ça veut, enfin, nous c'est pour ça qu'on fait des trucs plus simples, des trucs que les gens puissent comprendre du coup en moins de 3 secondes. C'est vraiment pour du coup cette règle des 2,8 secondes que nous on a pas mal en tête et qu'on essaie de garder et du coup pouvoir attirer le plus de clics. Mais du coup, à vouloir faire de plus en plus simple, est-ce qu'il n'y a pas le risque petit à petit d'arriver vers du putaclic? Qu'est-ce que tu penses de ça? Gros sujet là aussi qu'on amène sur la table, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis et on pourra de toute façon rebondir là-dessus. Ouais, moi je pense pas forcément que ce soit en faisant du simple qu'on fait du putaclic. Je pense même que c'est en voulant trop compliquer les trucs en mode j'ai fait 15 000 dollars en 10 000 jours en étant étudiant, en bossant 2 heures par jour. Tu vois, c'est en faisant des trucs vraiment longs, en voulant rajouter plein d'éléments, etc., qu'on peut vite tomber dans du putaclic, alors qu'en fait, bah pas du tout, tu vois. Enfin, c'est pas du tout ce qui va être délivré dans la vidéo. Donc je pense pas en vrai que ce soit en faisant du cours, enfin, en faisant du cours qu'on puisse tomber dans le putaclic. Parce que d'un côté, tu vois, quand tu fais du cours, alors je dis pas forcément que ça amène systématiquement à faire du putaclic, et de toute façon, là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Mais, euh, mais d'un côté, plus tu fais court et plus tu fais simple, plus tu peux être amené aussi à faire des raccourcis parfois dans les idées. Euh, et typiquement, les raccourcis, en fait, puisque ensuite les spectateurs n'auront pas forcément exactement ce qu'ils avaient imaginé. Bon, le putaclic, c'est quand même plus extrême que ça. Le putaclic, à mon sens, ça pourrait être intéressant de définir le terme, mais à mon sens, pour moi, le putaclic, c'est simplement ne pas délivrer la promesse, en fait. Tu as fait une promesse dans le titre, Ouais, elle c'est n'est ça. pas délivrée. Pour moi, c'est du putaclic. Ben, on est d'accord. Et d'un côté, tu vois, quand tu essaies de faire des titres simples qui sont vraiment tranchants, impactants, incisifs, tu peux parfois être amené à faire des raccourcis. Et en faisant des raccourcis, peut-être que tu pourrais tomber dans du putaclic. Ça, en tout cas, c'est une erreur qu'on voit beaucoup sur YouTube. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si c'est quelque chose que toi tu vois aussi beaucoup, mais en réalité le putaclic, c'est quand même super problématique parce que du coup, en fait, vous allez avoir deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que il risque d'y avoir le problème que tu suggérais tout à l'heure, qui était celui que beaucoup de gens vont quitter la vidéo dans les premières secondes de celle-ci. Donc le problème, en fait, c'est que YouTube va gentiment commencer à se dire qu'il y a un problème et peut-être même que la vidéo est trompeuse. Donc il peut être l'algorithme de recommandation peut être motivé pour ne pas mettre en avant cette vidéo puisqu'elle peut être considérée comme trompeuse. Et puis au-delà de ça, il y a vraiment le côté tromper le public en fait. Et si tu trompes ton public, bah eux ils vont se dire que t'es pas forcément quelqu'un de fiable, pas forcément quelqu'un qui tient parole, et ça peut aussi le rebuter dans son envie de te suivre. Donc parfois on veut bien faire en faisant un titre putaclic qui donne vraiment envie de cliquer, mais si derrière on délivre pas, en fait ça peut même être overkill pour la chaîne et finir même par détruire même un petit peu l'image de celui qui tient la chaîne en fait. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, pour te créer une audience en faisant du putaclic, c'est impossible, hein, parce que à partir du Clairement. moment, tu vois, où tu délivres jamais tes promesses et que les gens, enfin, ils sont pas bêtes, hein, donc ils recliqueront plus sur les vidéos, donc je suis d'accord. Après, juste pour rebondir du coup sur, tu sais, plus tu fais court, plus tu fais du putaclic. Moi, quand je dis court, c'est pas des titres de 30 caractères, hein. C'est juste du coup pas dépasser les 55-60 caractères. Mais du coup, en général, pour pas tomber dans le putaclic, ce que je fais, c'est que soit je me focus sur un moment de la vidéo où je le tease, et du coup, dans les premières secondes, tu vois, on va avoir
un extrait de ce moment-là que j'ai teasé pour vraiment montrer que ce qui va se passer dans la vidéo, ça va vraiment se passer, quoi. Et donc, soit je fais ça, soit j'essaie juste de retirer en fait les éléments que j'aurais mis qui sont pas forcément nécessaires dans le titre. Mais je fais pas des titres de 40 secondes, de 40 caractères. Donc, après, si c'est trop court aussi, t'as pas assez d'éléments. Donc, je pense que vraiment la bonne fourchette, entre guillemets, c'est vraiment entre 50 et 60 caractères. Je pense que c'est optimal. Même 40, 60. Et je pense que si tu fais des titres dans cette tranche-là, ça peut être pas mal. Ouais, complètement. Et tu vois, j'avais une réflexion aussi par rapport à cette idée de putaclic ou l'idée d'un titre sur lequel tu rebondis pas forcément dans les premières secondes de la vidéo. Quand j'avais travaillé avec Yomi, je travaillais aussi sur le podcast Sans Permission. Et donc, moi, j'étais celui qui proposait les idées de titres à chaque épisode. Donc, en fait, moi, mon but, c'était, on me mettait l'épisode 2, 3 semaines avant qu'il sorte. Moi, je regardais l'épisode, je le regardais en entier. Ce que je devais faire, c'était retenir toutes les citations qui étaient intéressantes dans l'épisode. Donc, c'était à moi d'en juger. Tiens, je sais pas, là, le mec qu'on a interviewé est en train de dire ça, là, c'est intéressant. Tiens, il s'est passé ça dans sa vie, ça mérite d'être évoqué, il y a quelque chose à creuser. Et moi, ce que je faisais, c'est qu'à partir de toutes ces citations, moi, je les reformulais, mais très légèrement. Dans tous les cas, le message restait le même, mais je les reformulais de sorte que que ça paraisse déjà plus simple, parce que bon, bah, entre l'oral et l'écrit, il y a toujours une différence et c'est important de synthétiser un peu à l'écrit. Euh, J'essayais de les rendre aussi parfois un peu plus paradoxaux ou de faire en sorte de faire ressortir certaines émotions qui étaient un peu moins évidentes dans la réalité des faits, donc quand la personne parlait. Et le truc, en fait, c'est que certaines citations, et c'était même le cas dans la majorité des épisodes sur lesquels j'ai pu faire des propositions de titres, certaines citations n'apparaissaient que 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus après le début de la vidéo. Nous, en fait, faudrait que je vous mette un exemple, on vous mettra ça à l'écran, mais en fait, les épisodes de Sans Permission duraient en moyenne entre 1 heure et demie et 2 heures et demie. Euh, et du coup, ce qu'on mettait en miniature, c'était éventuellement quelques termes clés qui constituaient des thèmes qui étaient évoqués dans le podcast. Et en dessous, on avait le titre. Et donc, le titre, on mettait généralement le nom de la personne, donc le nom de l'invité qui était venu, ou alors son qualificatif. Donc, s'il n'était pas connu, on mettait, je sais pas, expert en immobilier, expert en négociation, tu vois, histoire de pouvoir ajouter un peu de crédibilité, même si le mec n'était pas connu. Et derrière, juste derrière cette appellation-là, on mettait la citation. Et le truc, c'est que du coup, cette citation venait assez tard dans l'épisode, mais pour autant, alors j'ai plus les stats aujourd'hui, mais il me semble que la rétention était quand même assez bonne dans les premières secondes de la vidéo, dans les 30 premières secondes. Je crois qu'en général, à la louche, on était entre 65 et 75%. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça éventuellement sur cette idée de promesse? C'est intéressant parce que même moi, je me suis parfois un peu creusé la tête avec ça et je me suis dit, mais pour un podcast, en fait, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce qu'il vaut mieux essayer d'englober, sachant qu'en plus, c'est un peu particulier parce que dans le cas d'un podcast, tu sais pas en fait de quoi vous allez parler précisément, tu sais pas ce qui sera dit avant qu'il soit tourné. Donc tu es obligé de faire ce travail une fois qu'il a été tourné, c'est vraiment un format un peu spécifique où tu dois procéder à l'envers. Et dans ce cas-là, du coup, ma question, c'est vraiment de savoir est-ce que il vaut mieux se concentrer sur une citation qui a eu lieu lors de l'épisode et qui va pouvoir inciter au clic, mais qui ne sera pas forcément dite tout de suite dans l'épisode. Donc certaines personnes pourraient se dire, bah tiens, je me suis fait avoir ou quoi. Ou est-ce qu'il vaut mieux adopter une approche du genre essayer d'emballer un peu une sorte de promesse globale pour le podcast, mais quitte à ce que ce soit moins spécifique, moins attrayant peut-être dans certains cas. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as un avis là-dessus, Ouais, ça ouais, m'intéresse. super intéressant. Mais c'est vrai que nous, en plus, on sait même pas encore quel titre on va mettre à ce podcast-là. C'est vrai Complètement. que c'est vrai que c'est compliqué de prédire les titres des podcasts. Donc les podcasts, c'est vraiment une catégorie particulière. Après, là, pour le coup, Yomi, c'est un peu différent parce que Yomi, il a déjà toute l'image, il a déjà une communauté qui écrit, etc. Une communauté d'ultra fans et peu importe en fait le sujet, peu importe l'invité, ce sont des gens, tu vois, qui vont écouter ces podcasts dans tous les cas parce que souvent c'est des jeunes qui veulent lancer leur business, qui savent pas forcément comment. Et du coup, Yomi, c'est une figure, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est une figure un peu de modèle, tu vois, pour pas mal de gens. Donc, je pense que pour Yomi, c'est quand même un cas particulier dans le sens où, encore une fois, ça fait longtemps qu'il est dans le business en ligne, énormément de gens le connaissent et surtout énormément de gens le suivent pour ce qu'il est maintenant. Si c'est quelqu'un qui démarre de zéro, je pense que c'est quand même important de faire la promesse dans les premières secondes. Pourquoi? Parce que personne ne te connaît encore, personne sait ce que tu vaux, entre guillemets, et personne sait en fait vraiment qui tu es. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la promesse pour les personnes. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment spécifique au podcast, cette question-là. Mais parce que sinon,
Bon, ma réponse pour les podcasts, c'est que bah, si tu es personne, entre guillemets, que tu n'as pas encore de grosse communauté, etc., je pense qu'il est préférable de quand même continuer à faire la promesse dans les premières secondes. Donc pourquoi pas juste mettre un extrait en fait de ce passage-là dans les premières secondes pour teaser un peu le truc et faire en sorte que les gens du coup aient envie de rester. Mais dans tous les cas, si c'est pas du podcast, moi je trouve que c'est quand même hyper important de faire la promesse dans les premières secondes. Que tu sois Yomi ou pas Yomi, je pense que c'est quand même primordial. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses quand même pour le format podcast spécifiquement, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui nous regardent qui auraient envie de lancer leur propre podcast ou qui l'ont déjà lancé. Puis ça va être notre cas aussi, donc autant te poser la question maintenant. Est-ce que toi, tu préfères quand même cette approche d'avoir l'aspect un peu citation, ou est-ce que tu serais plus du genre à essayer d'emballer la promesse différemment? Donc, je sais pas, mais là, il y a plein d'écoles, du coup, on pourrait imaginer plein de cas de figure différents, mais ça pourrait être, je sais pas, deux, trois termes qui emballent un petit peu les gros sujets qu'on a traités dans le podcast, avec ensuite rien, ou alors juste mettre entre parenthèses Ouais. expert YouTube ou un truc comme ça. Est-ce que tu préfères une approche plus sous forme de questions globales? Est-ce que tu préfères autre chose éventuellement? Est-ce que toi, tu as des préférences là-dessus, des conseils éventuellement à donner à l'audience? Ouais, moi pour les podcasts, c'est vrai que je suis très partisane des citations. Par contre, une citation seule ne suffit pas, donc dans la miniature, Mm. il faudra vraiment mettre par exemple les sujets principaux qui seront évoqués dans le podcast. Mais c'est vrai que pour les podcasts, je trouve que les citations fonctionnent très bien. Après, de toute façon, il faut tester, hein, il faut tester. Et puis, si on se rend compte que le titre. Alors, attention, ne faites pas trop d'A/B testing pour rien. Je pense que ça sera le sujet d'un podcast, mais l'A/B testing, ça peut mener aussi à beaucoup d'erreurs. Mm. Mais il faut tester et au bout de 24-48 heures, si vous sentez que la vidéo enfin, ne suit pas vraiment le potentiel qu'elle pourrait avoir, essayez autre chose pour voir du coup si ça fonctionne mieux. Mais c'est vrai que pour le podcast, moi je trouve que les citations, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, ouais, intéressant. D'ailleurs, en plus, tu dis qu'il faut toujours, dans la miniature, rajouter quelques mots pour donner un peu plus de contexte. Il y a même une autre approche qu'on pourrait imaginer qui, je pense, serait encore plus efficace. Ça m'est venu en discutant, enfin, en t'écoutant. On pourrait imaginer du coup un modèle où tu as ce titre avec l'appellation de l'invité et la citation qui suit, donc le truc impactant qu'il a dit. Et sur la miniature, tu pourrais mettre sa tête. Et plutôt que de mettre directement des mots qui emballent un petit peu les thèmes qui ont été traités pendant le podcast, tu pourrais même essayer de rebondir sur la citation qu'il a mise euh, pour renforcer encore un petit peu ce qui est dit dans le titre, créer une vraie boucle ouverte. Tu vois, je pense à. Est-ce que j'aurais un exemple? Euh, je sais pas. Un exemple assez bateau, mais l'idée sera là. Ça pourrait être, je sais pas, expert en dropshipping, citation, j'ai fait 10 000 euros en une minute, par exemple. Euh, et en miniature, tu mettrais donc la tête du mec avec telle ou telle émotion à définir. Et juste à côté, un petit texte. Donc plutôt que trois thèmes qui vont être dits dans le podcast, à côté, tu pourrais mettre une petite flèche vers sa tête avec un texte qui dit sans tricher, tu vois, ou en utilisant l'IA, ou un truc comme ça qui du coup va apporter une information supplémentaire qui peut, dans certains cas, inciter au clic, sans pour autant faire un titre à rallonge, parce que du coup, tu mets ce texte-là dans la miniature directement. Ouais, complètement d'accord. Et d'ailleurs, bon, moi c'était un exemple, mais c'est vrai que d'ailleurs tu sais, les trois sujets dans les miniatures de podcast, c'est quelque chose qu'on a trop vu maintenant, je trouve. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, moi, je préfère que la citation soit sur la miniature et complétée avec, du coup, en dessous quelque chose qui attire l'attention, tu vois, la curiosité des viewers. Mais je trouve que quand la citation, elle est sur la miniature, enfin, je sais pas moi, mais moi, enfin, je sais pas les gens qui vont regarder ce podcast, pourquoi est-ce qu'ils ont cliqué. Mais moi, la citation, lorsqu'elle est sur la miniature, c'est vraiment ce qui me fait cliquer. Parce que mon œil, il est plus vite attiré sur la miniature que sur le titre. Ouais, complètement. Moi, j'arrive pas. En fait, il faudrait que je fasse des tests avec moi-même pour savoir si c'est plus les miniatures ou les titres qui me font cliquer. Je pense que ça dépend aussi des thématiques. Euh, Il y a peut-être des thématiques, tu vois, genre thématiques vraiment business, infoproduits, etc. Peut-être que c'est plus le titre qui va t'inciter à cliquer que la Mhm. miniature. Dans tous les cas, les deux auront leur importance, titre comme miniature. Euh, mais il faudrait que je fasse des tests. Faudrait qu'on fasse des tests aussi, ça pourrait être intéressant. Mais quoi qu'il en soit, tu peux aussi imaginer un modèle où encore une fois, bah, tu vas avoir la citation directement dans la miniature et en même temps peut-être une autre citation en titre aussi. Mais du coup, l'idéal en fait, ce serait d'avoir deux citations sur la miniature et sur le titre qui se complètent, tu vois, qui créent pas d'effet un peu confusing. Euh, parce que moi, je me rappelle quand on était chez Sans Permission, on avait commencé à tenter aussi une sorte de structure de miniature différente, où du coup, on mettait plus simplement Yomi ou Sama avec Ouais. les trois thèmes au milieu. On mettait l'invité, donc juste l'invité sur la miniature, avec à côté une citation qu'il avait dite. Et le truc, c'est que
vu qu'on faisait de l'A/B test à l'époque avec l'outil d'A/B testing YouTube, il y avait la citation qui était dans le titre. Donc la citation, elle ne bougeait pas parce que le titre, je pense que si vous nous regardez, vous savez, mais le titre n'est pas A/B testable, en tout cas pas de façon native sur YouTube aujourd'hui. En revanche, les miniatures l'étaient, donc on pouvait mettre 3 miniatures différentes. Et du coup, il s'avérait parfois que tu avais une ou deux miniatures avec une citation dessus, et les citations ne collaient pas avec ce qui était dit dans le titre. Et donc là, évidemment, que ça va créer aussi une friction au clic parce que tu vas voir, je sais pas, il est dit le feu ça brûle dans le titre, et dans la miniature, en fait, tu vois, le feu ça brûle pas vraiment. Enfin, c'est deux trucs qui s'opposaient un petit peu, et tu te demandes, et en fait, ça créait une confusion qui faisait que ça pouvait un peu frictionner ça, quoi. Donc, gros sujet aussi sur l'A/B testing, on en parlera dans un autre épisode, mais sujet super intéressant là autour des titres et des podcasts. Ouais, A/B testing, il y a vraiment trop de choses à dire. Je pense que bah, du coup, ça fera le sujet même d'un épisode entier parce qu'il y a pas mal d'erreurs à ce sujet. Et je pense que nous-mêmes, enfin, tu vois, entre nous, je pense qu'on procède pas tout, enfin, forcément de la même manière non plus. Donc, hyper intéressant de confronter nos méthodes. Hum. Est-ce que tu vois d'autres erreurs du coup qui te viennent en tête comme ça de titre? Carrément, j'en avais une dernière qui était de parler de quelque chose que l'audience ne connaît pas. Ouais. J'ai des exemples très précis en la matière. Imaginons que, imaginons en fait, je sais pas si toi tu connais la chaîne d'Hardisk, je pense. Ouais. Bon, si tout le monde ne connaît pas Hardisk, c'est un YouTuber qui doit avoir 500, 600 000 abonnés en France aujourd'hui. Il fait des vidéos storytelling sur des grosses histoires, des braquages qui ont eu lieu, des histoires folles d'entrepreneurs, des trucs comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire du storytelling autour d'événements assez fous qui sont arrivés, des événements connus ou pas connus d'ailleurs. Et en même souvent, en fait, il fait des vidéos sur des événements qui sont pas du tout connus du grand public. Donc, des événements très peu connus, ou même des gens qui ne sont pas connus du tout. Et en fait, dans ce cas-là, on pourrait faire une erreur classique qui serait de dire, je sais pas, l'histoire de Jean Dupont, par exemple. Le truc, c'est que Jean Dupont, personne ne le connaît, donc ça risque de créer une friction au clic, parce que, bah, ok, on sait qu'on va avoir une histoire, mais l'histoire de Jean Dupont, qu'est-ce que j'en ai à foutre, parce que je ne connais pas. Dans ce cas-là, en fait, et c'est là qu'est l'erreur, en fait, c'est qu'on parle de quelque chose que l'audience ne connaît pas, et le moyen de pallier ça, c'est de trouver une façon de nommer notre sujet en le rendant sexy aux yeux de l'audience, même s'il ne le connaît pas. Si évidemment on fait une histoire sur Jean Dupont et qu'il est très connu, bon, évidemment que là, ça peut attirer beaucoup de monde parce que mécaniquement, les gens savent qui c'est, ils ont envie d'en savoir plus sur lui. Comme on pourrait dire l'histoire de MrBeast, là, tout le monde le connaît, il n'y aura pas de problème. Mais si en revanche, les gens ne connaissent pas MrBeast, ou notre audience ne connaît pas MrBeast, là, ce qu'il faut faire, c'est, bon là, du coup, on rentre dans du conseil, mais ça me semble quand même pertinent de le dire, c'est de faire en sorte que dans notre titre, on puisse faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas le sujet qu'il y a une bonne raison de cliquer. Et du coup, plutôt que de dire, je sais pas, l'histoire de Jean Dupont, ça pourrait être par exemple l'histoire de l'homme qui a conquis l'Espagne, par exemple. Un truc comme ça. Là, il y a un élément sexy. C'est un homme en plus qu'on connaît pas, et pourtant on apprend qu'il a conquis un pays entier. Donc on a envie de savoir comment ça s'est passé, comment il a fait, et là on peut être motivé de cliquer. Donc, je sais pas Ouais. ce que tu en penses, tu veux rebondir là-dessus. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui fait bien ça. C'est Louis Esquier. Je sais pas si tu connais. Pareil, il fait un petit peu des vidéos de storytelling et je crois qu'il avait fait un peu quelque chose de la sorte pour le patron de BlackRock, du coup, parce que bah, personne connaît son nom, tu vois, mais tout le monde connaît BlackRock. Donc, euh, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est aussi valable, du coup, quand on a une niche, un marché qui est très fermé, qui est très niché, que les gens ne connaissent pas forcément. Par exemple, moi, il y a une personne qui m'avait sollicité pour que je l'aide en fait avec sa chaîne YouTube. Sauf que c'était une personne qui faisait de l'informatique pour les Formule 1 et c'était quelque chose de très complexe que pas grand monde ne connaissait. Tu vois, moi, je comprenais un mot sur trois de ce qu'il me disait. Mais du coup, il y avait vraiment un gros travail pour en fait rendre le contenu le plus accessible au maximum de gens. Et ça passait notamment par les titres, du coup, où il fallait simplifier au maximum les choses. Lui, il était très geek là-dedans, genre très passionné, etc. Donc il se rendait pas forcément compte que ce qu'il disait, c'était hyper compliqué. Et du coup, c'est vraiment quelque chose. Après, évidemment, tout dépend de l'objectif qu'on a à travers sa chaîne YouTube. Si c'est pour convertir ou si vraiment on veut targeter le plus de monde possible. Mais du coup, ouais, si vraiment on veut targeter le plus de monde possible, bien prendre en compte que la taille de son marché, c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte et que parfois, il faut simplifier pour pouvoir l'élargir un petit peu et ouvrir en fait son horizon, entre guillemets, à de plus en plus de personnes, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. D'autant qu'en fait, t'as mis le doigt sur un truc très intéressant, mais il y a en fait, beaucoup d'entrepreneurs ou même de passionnés qui publient sur YouTube ont beaucoup la tête dans le guidon, comme nous tous en réalité, hein, mais ils ont beaucoup la tête dans le guidon et ils sont aussi passionnés par des sujets, des personnes, des événements qui n'intéressent pas forcément le commun des mortels. Et du coup,
s'ils restent dans leur biais, s'ils gardent la tête dans le guidon sans forcément prendre de hauteur et demander de retour aussi sur leur production ou travailler avec des experts, le risque en fait c'est que ils se disent, ok, bah ce sujet-là, moi, il m'intéresse, donc forcément, il va intéresser du monde. Et du coup, ils vont pas forcément prendre le temps de le packager d'une façon qui va rendre ce sujet sexy pour le commun des mortels, et typiquement pour le grand public qui pourrait cliquer sur la vidéo, si elle est faite pour le grand public, évidemment. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de se dire que notre audience connaît forcément le sujet dont on va parler. Dans beaucoup de cas, il y a fort à parier qu'elle ne connaisse pas du tout le sujet dont on va parler. Et donc, c'est d'utilité publique, et puis dans notre intérêt aussi, évidemment, de faire en sorte d'arriver avec un angle original ou une façon d'appeler le sujet original et surtout évidente pour le grand public qui fait que les gens vont pouvoir comprendre clairement de quoi on parle, quel est l'enjeu, pourquoi c'est intéressant, etc. Euh, donc ouais, carrément aligné avec toi sur ce point. Ouais. Yes. Bah écoute, moi, dernière erreur là qui me vient en tête, bon, je pense qu'il y en aurait d'autres, mais je pense que c'est vraiment les plus importantes là sur lesquelles on discute depuis un bon moment maintenant. Dernière erreur du coup que j'ai aperçue et qui est pas forcément observée par tout le monde, c'est que aujourd'hui, alors certes le marché américain est très en avance sur nous, etc., notamment dans le business. Je pense que la plupart des gens du coup, enfin d'ailleurs qui écouteront ce podcast sont des gens qui veulent scaler du coup leur business grâce à YouTube. Et c'est vrai que pour le coup, pas mal d'entrepreneurs qui se lancent sur YouTube sont tentés de copier des titres de créateurs américains parce que bah, forcément, tu vois, les US sont en avance sur nous, etc. Mais bah, c'est d'ailleurs quelque chose que nous, on avait testé, hein, pour être honnête. Mais je me suis rendu compte qu'après plusieurs tests, etc., pour nos clients, eh ben, les Français n'étaient pas forcément attirés par les mêmes choses que les Américains. Donc ça, je pense que c'est aussi une erreur qu'il ne faut pas trop faire. Alors certes, on peut s'inspirer de contenu qui a fonctionné aux États-Unis, mais il ne faut pas faire du copier-coller de titres parce que bah, les États-Unis, souvent, si j'ai fait 100 000 dollars, etc., chose qui ne fonctionnerait vraiment pas du tout, tu vois, en France, parce que bah, la France, tu vois, en France, on est très méchant, etc. Enfin, c'est pas le sujet de ce podcast, mais du coup, ouais, moi je pense qu'il ne faut pas vraiment copier-coller les titres des créateurs américains. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as aussi fait le test de ton côté, mais c'est la dernière erreur là qui me vient en tête qui est importante selon moi. Ouais, moi j'ai pas assez fait le test et surtout j'ai pas vraiment traqué tout ça pour vraiment juger de s'il y a si ça crée des problèmes, si ça crée des limites, etc. Dans notre création de contenu et les résultats qu'on peut avoir. En revanche, je suis 100% aligné avec ça. Et j'ai d'ailleurs un bon exemple à ce sujet en fait qui peut aussi faire réfléchir certains spectateurs, certaines personnes qui nous regarderaient, qui hésitent encore là-dessus. En fait, il y a un truc très simple, c'est que évidemment que les... Alors oui, il y a quand même des ressemblances entre États-Unis et France ou pays francophones. On a quand même des... Bon, on reste des pays assez développés et tous, donc il y a forcément des points communs assez importants. Mais pour autant, c'est pas parce que tel ou tel titre, tel ou tel, même de façon plus globale en fait, telle ou telle vidéo a fonctionné aux États-Unis qu'elle pourrait fonctionner en France et dans le monde francophone. Et un bon exemple pour ça, c'est aussi d'imaginer le système de retraite. Euh, En France, on a un système de retraite qui est par répartition, du coup, donc qui fonctionne de telle ou telle façon. Les gens sont habitués à ce que ça fonctionne comme ça. Là où aux États-Unis, c'est un système qu'on appelle par capitalisation. Donc, dès très jeunes, généralement, les Américains sont incités à mettre de côté, à investir, à boursicoter un petit peu pour se constituer un patrimoine qui leur permettra d'avoir une retraite décente, ce que les Français n'ont pas besoin de faire. Les Français, ça se fait de façon plus ou moins passive. Et c'est, en fait, ça n'a rien à voir avec le sujet des titres dans les médias, mais c'est quand même une différence culturelle assez énorme pour comprendre qu'on n'a pas du tout le même rapport à la retraite et par extension en fait à plein de trucs. On n'a pas non plus le même rapport à l'alimentation, on n'a pas le même rapport à la campagne, l'agriculture, etc. Et plein d'autres sujets qui m'échappent totalement, et notamment le monde des finances ou le monde du business, de l'entrepreneuriat, etc. Ça reste quand même assez différent. Et de fait, évidemment, qu'un titre qui a fonctionné aux States, il a fonctionné peut-être parce que beaucoup d'Américains étaient sensibles à ce qui était dit dans le titre, à la façon dont il était présenté, mais en réalité, en France, bah, peut-être qu'il y a une information qui est mise en avant dans le titre américain qu'on va copier-coller, mais cette information, ça se trouve, les Français, ils y sont totalement indifférents, ou peut-être que la promesse que fait le titre en question ne va pas du tout séduire les Français, là où elle séduit totalement les Américains. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut vraiment prendre ça en compte. Et puis par extension, du coup, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, mais vraiment faire attention quand on s'apprête à copier-coller le titre même d'un francophone, par exemple, d'un concurrent francophone, parce que bah, si son audience est réceptive à ce titre, c'est pas forcément que votre audience le sera aussi. Il y a toujours des disparités, et puis ça crée toujours des problèmes quoi, de copier-coller sans faire ce travail vraiment critique
de est-ce que c'est pertinent de copier-coller, qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans, qui pourrait fonctionner pour moi et inversement. C'est vraiment un gros travail à faire. Ouais. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que... Bon, en vrai, je pense que là, les gens qui nous ont écoutés et qui sont encore là, bravo d'ailleurs si vous êtes encore en train de nous écouter maintenant, mais je pense qu'on a donné pas mal d'erreurs. Ce que je te propose, c'est peut-être que tu nous expliques comment toi, est-ce que tu fais pour choisir les titres, donc par quel processus est-ce que tu passes, et puis aussi, bah, quelles sont les émotions à privilégier, etc., selon toi, et puis après, j'évoquerai aussi ma façon de faire, comme ça on peut mettre un peu, comparer un peu nos façons de faire. Complètement, je suis carrément chaud. Alors, dans tous les cas, je fais un petit disclaimer avant toute chose, mais la réalité, c'est que j'ai quand même du mal à aujourd'hui définir vraiment ce qui me permet de trancher entre plusieurs titres. Moi, souvent, et je pense que toi, tu fais la même chose, Elisa, tu me diras, mais souvent, quand je travaille sur la vidéo d'un client ou une vidéo à moi, je vais toujours faire plusieurs propositions de titres, parfois 2, 3, 4, parfois 5, 10, 15, parfois si je veux vraiment bien brainstormer et ensuite éliminer petit à petit. Donc, dans tous les cas, je vais faire plusieurs propositions de titres. Et c'est très récemment, en fait, j'ai un potentiel client qui m'a demandé comment est-ce que je tranchais entre plusieurs titres. Lui, il m'avait fait plusieurs propositions et il me disait, bah voilà les idées que j'ai pour ma vidéo, quel titre tu préfères? Donc je lui ai dit, moi voilà, il y a ce titre-là que je préfère, un autre que j'aime bien aussi. Et là, il me demande, mais comment est-ce que tu fais pour trancher, comment est-ce que tu fais pour trancher et choisir un titre final? Et j'ai eu beaucoup de mal à lui répondre en réalité parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'instinct là-dedans, enfin d'instinct qui est construit par l'expérience évidemment. Et vu que nous, toi et moi, on a vraiment la tête là-dedans toute la journée, petit à petit, on est quand même capable de se dire, bah tiens, tel titre pourrait mieux fonctionner qu'un autre. Donc c'est très difficile d'expliquer ce qui peut permettre, enfin, en quoi un titre est meilleur qu'un autre. Quand c'est des titres très proches, j'entends, si évidemment il y a un titre qui est éclaté au sol et un autre qui est très bon, là ce sera facile de définir. Mais donc de façon générale, c'est quand même assez difficile de dire précisément entre deux bons titres sur quoi je vais me baser pour dire lequel est meilleur ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est là que j'en arrive à tout ce contenu, il y a quand même des patterns, un petit peu comme toi tu cherches Elisa, des patterns, des critères en fait, j'appelle ça des critères, qui reviennent généralement dans les titres qui ont tendance à fonctionner et qui permettent aux vidéos de bien fonctionner, qu'on peut retrouver, et du coup c'est un petit peu ces patterns que j'aimerais développer maintenant. Donc j'avais fait un petit document dans lequel j'avais mis un peu les bases de comment est-ce que moi je travaillais un titre de sorte qu'il fasse cliquer l'audience visée. Donc en général, bah, il y a toujours cette approche-là de la longueur des titres. Donc moi, je vais toujours viser des titres qui sont relativement courts. Encore une fois, je vise pas un nombre de caractères particulier. J'écris parfois des titres qui font 30 caractères, d'autres qui en font 60. L'idée, c'est quand même de ne pas dépasser les 60-70, comme on le disait tout à l'heure, car il y a le risque, évidemment, bah, déjà que ça soit trop long et qu'une partie de l'audience n'ait pas forcément envie de le lire jusqu'au bout. Et puis surtout, il y a le problème, en réalité, qui est que YouTube va couper une partie du titre à la fin s'il est trop long. Et donc, ça diminuera aussi les chances que vos spectateurs aient toutes les infos qu'ils doivent avoir pour avoir envie de cliquer. Euh, donc je précise dans tous les cas que les titres contiennent au maximum 100 caractères et c'est une pièce maîtresse du packaging de la vidéo parce que, encore une fois, dans une vidéo, il y a un packaging qui est le titre et la miniature. Donc le titre joue quand même pour 50%, en tout cas en termes de fonction, il joue à 50% dans l'équation, donc c'est quand même énorme. Euh, donc là, bah, il y avait un petit peu de blabla sur le document, mais si on attaque directement les critères et les caractéristiques qui font qu'un titre fonctionne, donc il y a exactement ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple. Pour moi, un titre qui a le potentiel de fonctionner, c'est un titre qui parle de ce que les gens connaissent, de ce que l'audience cible connaît. Donc si je m'adresse, je sais pas, si je m'adresse à des boursicoteurs débutants, à des gens qui veulent investir leur argent pour se dégager une petite retraite à l'avenir, si je sais qu'ils ne connaissent rien au trading, ou à l'investissement boursier de façon générale, je ne vais pas leur parler de résistance, par exemple, ou je ne vais pas leur parler je sais pas, de moyenne mobile, parce que ça ne va pas du tout leur parler. En revanche, si je m'adresse, je sais pas, à un public, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, un public qui est plus ou moins avancé en cuisine, et que, bon, c'est pas un bon exemple, mais l'idée, en fait, c'est vraiment avec ça de toujours arriver avec un élément que vos spectateurs connaissent. Et c'est pour ça, et c'est exactement ce que tu disais, Elisa, puis on reviendra là-dessus dans tous les épisodes, je pense, mais c'est super important de connaître votre public. Parce que si vous ne savez pas ce que votre public connaît, ce à quoi il est sensible, vous ne serez pas capable de jouer sur les bons mécaniques, sur les bons leviers pour l'inciter à cliquer. Donc pour moi, la première caractéristique d'un titre qui fonctionne, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un élément que vos spectateurs connaissent. Et si jamais ils ne connaissent pas l'élément en question, eh ben, au lieu de nommer l'élément, ce que vous pouvez faire, c'est le nommer, mais différemment, trouver une autre appellation pour ce nom-là. Donc là, j'ai mis l'exemple. Euh, Si par exemple, là, le créateur de cette vidéo, il s'adresse à un public qui connaît MrBeast.
Donc évidemment, en plus MrBeast est très connu, c'est pertinent de dire j'ai bossé avec MrBeast, c'est une fraude, c'est une arnaque. En revanche, si jamais le public ne connaissait pas ce YouTuber-là, eh ben, il serait pertinent de dire ce YouTuber plutôt que MrBeast, parce que MrBeast, ça va pas faire cliquer. En revanche, si vous dites ce YouTuber, là, le public va comprendre que vous parlez d'un YouTuber en particulier, et du coup, il aura envie de... Enfin, disons que ça ne démotivera pas au clic, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire là-dessus? Tu veux rebondir ou Non, je non, tout continue? à fait d'accord. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment hyper important. Donc, totalement aligné là-dessus. Tu peux continuer si tu veux. Ok, let's go. Ensuite, deuxième critère que moi j'aime bien, c'est pas toujours facile, mais c'est de faire en sorte de créer une boucle ouverte dans l'esprit de vos spectateurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est simplement donner une partie de l'information que vous allez dévoiler, sans pour autant donner ce qui est nécessaire à la compréhension de cette information-là. Donc, si par exemple, ici j'ai mis un exemple qui fonctionne bien, euh, la vérité sur Yomi Denzel, ça nous dit que, en fait, ça sous-entend, mais c'est très clair, mais ça sous-entend qu'on ne connaît pas précisément la vérité ou la réalité sur Yomi Denzel. Yomi Denzel, qui est un youtubeur que la cible connaît. Donc ça implique qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, mais pour autant, dans le titre et dans la miniature, on ne nous donne pas non plus l'information qu'on aurait besoin de savoir pour tout savoir sur Yumi Denzel. Donc c'est là que c'est intéressant, en fait, c'est que on va voir ce titre-là, on va se dire, ah bah tiens, putain, il y a quelque chose que je sais pas sur Yumi Denzel, et pour savoir ce truc-là, il faut qu'on clique sur la vidéo, et là, si le créateur a bien fait son travail derrière, bah, déjà on a cliqué, donc c'est cool, et puis surtout, on va avoir envie d'en savoir plus. Euh, donc voilà, deuxième mécanique que moi j'aime bien utiliser. Ouais, bah ça c'est super puissant. C'est super puissant. C'est vrai que c'est pas facile à faire tout le temps. Mais Ouais. du coup, pour reprendre l'exemple du coup de mon client dans l'investissement, dont je parlais qu'on avait fait de l'A/B testing de titres et que le deuxième avait beaucoup mieux fonctionné que le premier, et ben c'est exactement la technique qu'on a utilisée. Donc c'est une vidéo sur les assurances vie et on a mis la vérité derrière le placement préféré des Français et on a mis du coup en packaging, tu vois, bah, quelque chose qui suscitait la curiosité en plus du coup de ce titre-là. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le parce que c'est vraiment très bon. Et là, pour le coup, ça illustre bien qu'on peut faire des open loops, donc des boucles vertes, avec des titres qui sont relativement courts, parce qu'il est plutôt court celui-ci. Et Mm. pourtant, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Exactement. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire. L'exemple que tu as donné avec ton client est super pertinent. Et puis, pour donner d'autres exemples aussi et que les spectateurs puissent mieux se projeter, bah, il y a aussi le classique, la face cachée de telle personne, la face cachée de tel sujet, l'arnaque derrière, les coulisses derrière. Il y Ouais. a vraiment cette mécanique de, on vous dit que vous ne savez pas tout, mais pour tout savoir, vous devez cliquer sur la vidéo. Donc, c'est vraiment ça. Et il y a même, bon là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi la possibilité de créer une boucle ouverte avec la miniature. Chose qui est d'ailleurs un petit peu faite ici. Ça pourrait être mieux fait, mais c'est quand même, ça a le mérite d'être bien fait. On peut quand même le souligner. On nous dit on nous dit qu'on va nous apprendre la vérité sur Yomi Denzel, euh, et en plus dans la miniature. Donc déjà c'est bien, il met pas le même texte dans la miniature et dans le titre, et il nous précise ce qu'il vous cache. Donc je dis que ça pourrait être mieux fait parce qu'il aurait pu choisir quelque chose un peu plus spécifique, un peu plus mystérieux que ça. Parce que bon, bah, là le titre il sous-entend déjà que Yomi Denzel nous cache quelque chose en partie. Mais l'idée est quand même là, c'est-à-dire que le titre nous donne une information et le texte de la miniature va venir enfoncer le clou sur cette information. Et donc parfois ça permet d'utiliser cette technique de la boucle ouverte, donc des open loops, encore plus efficacement. On a ensuite l'histoire de la réaction émotionnelle. Ça, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en permanence, mais ça dépend encore une fois aussi du sujet, etc. Mais en général, si vous êtes capable de faire levier sur les émotions des spectateurs, donc que ce soit la peur, l'avarice, la surprise, le dégoût, etc., c'est encore mieux parce que, évidemment, plus vos spectateurs potentiels sont engagés, plus ils auront envie de cliquer, plus ils risquent de regarder la vidéo longtemps, plus ils risquent de nouer un lien avec vous. Donc voilà, encore une fois, faut vraiment faire gaffe à pas tomber dans du putaclic et ne pas faire naître une émotion qui ne serait pas résolue dans la vidéo ou alors qui n'aurait pas lieu d'être ici. Je sais pas si par exemple on s'apprête à faire une vidéo sur les bonnes nouvelles de 2024, bah il faut pas que le titre ou le reste de la vidéo sous-entende que c'est la merde, etc. Faut que ce soit cohérent. Mais l'idée est là, et si vous êtes capable dès le titre de faire levier sur l'émotionnel, c'est vraiment efficace parce que ça peut transformer un titre, quoi. Là j'ai un exemple ici, mais tu me diras d'ailleurs si tu penses qu'il est vraiment émotionnel ou pas. Encore une fois, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Mais en disant des gens plus bêtes que vous font des millions, je trouve qu'il y a quand même. Tu te sens blessé un peu dans ton ego, tu vois, et tu te dis putain, mais comment ça se fait et en fait, en disant ça, Yomi sous-entend aussi qu'il va potentiellement nous apporter la solution pour faire de même.
Et du coup, là, tu as envie de cliquer parce que tu te dis, ben, ok, je suis piqué au vif, là, j'ai pas envie de me laisser faire, quoi, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, totalement d'accord. Et ben, moi, j'accorde vraiment une grosse importance du coup aux émotions dans les titres. Je pense Mm. d'ailleurs que je partagerai rapidement un document juste après pour parler des trois émotions pardon, que j'utilise le plus dans les titres et pour moi, quelles sont celles à privilégier. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, même quand on cherche pas à faire des milliers de vues, des millions de vues, etc. Je pense quand même que pour se faire découvrir auprès d'une nouvelle audience, c'est super intéressant et super fort. Donc, encore une fois, même si le but, c'est pas de faire des milliers de vues, nous, moi, par exemple, tu vois, j'accompagne des entrepreneurs dans le but de convertir un max, tu vois. Donc, le but, c'est pas vraiment de faire des dizaines de milliers de vues, etc. Mais l'objectif, c'est quand même de se faire découvrir par des nouveaux spectateurs, tu vois, dans chaque vidéo. Et ça, pour ça, les émotions, c'est vraiment hyper puissant. Donc, je pense que j'en parlerai juste après, mais pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. On est assez raccord là-dessus. Ah, puis d'accord, d'ailleurs, tu vois, par rapport à l'aspect des émotions, dans le livre Made to Stick, dont j'ai parlé au début du podcast, il y a vraiment cet aspect-là. En fait, dans le bouquin, il nous propose un framework en 6 étapes pour, pour créer des idées qui résonnent et qui sont mémorables, qui, Made to Stick, c'est littéralement, ça te reste dans la tête, quoi. Et dedans, donc dans ce framework en 6 étapes, tu as notamment donc, une partie simple, comme les titres doivent être simples, et comme on l'a précisé au début, et tu as aussi une autre partie qui s'appelle, qui est émotionnelle. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à jouer sur l'émotion pour déjà aller titiller la curiosité des gens, euh, les, comment dire, accrocher leur attention plus facilement que si avait quelque chose qui était neutre et qui déclenchait aucune émotion. Et puis derrière aussi, éventuellement, bah, convertir plus facilement, donner envie aux gens de rester plus longtemps, etc. De même, finalement, de même qu'un film ou qu'un livre, plus il est émotionnel, plus il arrive à vous, à vous embarquer dedans, en fait, plus il y a de chances que vous restiez longtemps devant le film ou devant le livre en question. Euh, et puis du coup, bah, pour finir, moi je trouve que c'est toujours bien, éventuellement, c'est pas forcément facile et c'est pas à faire dans tout type de format, mais je trouve que c'est bien de réussir à avoir un titre qui raconte une histoire. L'idée c'est vraiment, en quelques mots en fait, si le titre peut nous faire prendre conscience qu'on va être embarqué dans une histoire avec celui qui a créé la vidéo, c'est encore plus puissant parce que on aime les histoires en fait. Nous autres humains, on a vraiment un rapport particulier avec les histoires. C'est aussi d'ailleurs précisé dans Make to Stick. Et, tout ce qui relève des histoires, et notamment des bonnes histoires et des histoires étonnantes, originales, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui peuvent nous toucher en notre fort intérieur, bah, ça a tendance quand même à nous pousser plus facilement à l'action que des choses qui ne seraient pas du tout sous forme d'histoire. Donc, encore une fois, c'est pas forcément évident de le faire avec tous les formats, tous les sujets, toutes les vidéos. Il ne faut pas chercher à tout prix à faire de chaque titre une sorte d'histoire cachée. Mais quand on fait certains formats, notamment je pense à ce genre de format un peu sous forme de voyage, ou des formats à la MrBeast, j'ai survécu à ta, ou qu'on embarque les gens dans des vlogs par exemple, bah, c'est toujours intéressant d'essayer de raconter une histoire dès le titre, parce que comme ça en fait déjà on évoque très clairement la proposition de valeur au public, et puis surtout on lui montre que ça va pas être un contenu générique dans lequel il y aura pas forcément de trame narrative. Là on lui montre qu'on va l'embarquer dans une aventure et on a envie du coup de la suivre avec lui, quoi. Yes, bah carrément, carrément. Bah écoute, enfin, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. C'est aussi un peu la façon dont je procède. Donc en vrai, pas grand-chose à rajouter. Ce que tu as dit, c'est très pertinent et c'est très juste surtout. Encore une fois, de toute façon, il faut tester, hein, puis voir ce qui Mm. fonctionne le mieux. Il n'y a rien de mieux que ça en vrai. Encore une fois, faut pas en abuser. Mais c'est vrai que de toute façon, les meilleurs résultats, c'est grâce aux data qu'on récolte. Et pour avoir des data, il faut tester. Donc voilà, moi si tu veux bien, alors tu me diras si ça marche, hein, je sais pas. Je vais partager mon écran également. Avec grand plaisir. Moi je vais me concentrer sur les émotions, parce que du coup, comme je te disais, c'est quelque chose sur lequel j'attache pas mal d'importance et qui pour moi sont vraiment essentiels dans un titre. Et dis-moi si tu vois bien mon Ouais, écran là. on voit très bien, ouais, pas de souci. Ok. Pour moi, en gros, il y a trois émotions principales dans un titre pour qu'il soit vraiment accrocheur. Euh, je, je pense que tu t'en doutes, mais premièrement la curiosité, Mm. ensuite la peur et ensuite le désir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les trois émotions qui font le plus cliquer. Tu me diras c'est ce que tu en penses après, si tu es d'accord avec moi ou pas. Je vais analyser du coup en détail un petit peu, rapidement évidemment, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on filme, mais chacune de ces émotions-là, si vous voulez les documents que Blas et moi partageons, on va sûrement les partager gratuitement dans une communauté gratuite via Slack. Donc on vous mettra le lien sûrement en description. Et là-dessus, du coup, vous pourrez nous poser des questions et également avoir accès à de la ressource exclusive.
Donc, hésitez pas à cliquer sur le lien en description et puis on vous enverra tout ça directement dans le canal Slack. Alors, du coup, les trois émotions incontournables, comme je disais, la première, c'est la curiosité. Donc, Mm. pour moi, c'est vraiment la plus puissante pour inciter une personne à cliquer. Même si tu vois, le désir et la peur, c'est vraiment très bon aussi. Pour moi, c'est vraiment la curiosité qui fait que la personne va vouloir cliquer sur la vidéo. Un peu comme tu disais avec les boucles ouvertes dans Ouais. les titres, que ce soit, enfin, oui, que ce soit dans les titres ou dans les miniatures. Pour moi, la curiosité, c'est vraiment ce qui fait que une personne va cliquer idéalement, tu vois. Donc, du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, on est vraiment raccord. Donc, ce que vous ignorez sur avec un sujet populaire ou alors le secret bien caché de avec la personne célèbre. Et du coup, là, j'ai mis pareil des exemples de Yomi. Donc, Yomi revient pas mal hein, dans le podcast, mais c'est parce que c'est un très bon exemple pour tout ce qu'on raconte depuis le début. Donc, tu vois, 9 mensonges qui te font rester pauvre. Et j'ai rencontré 100 millionnaires, voici ce que j'ai appris. Donc là, on vient vraiment titiller la curiosité. Et encore une fois, il faut vraiment cliquer sur la vidéo pour avoir réponse à nos questions. Donc pour moi, la curiosité, c'est vraiment l'émotion la plus puissante. Je sais pas si pour toi aussi. Je suis complètement d'accord. En plus, moi, je vois vraiment cette émotion un peu comme, bon, je sais pas si on va hiérarchiser, c'est peut-être pas pertinent, mais pour moi, elle est vraiment, elle se singularise, cette émotion, de par le fait qu'elle peut vraiment s'accorder avec toutes les autres. Tu vois, tu peux pour moi jouer sur la curiosité et en même temps l'avarice. Jouer sur la curiosité et en même temps la peur. T'as vraiment cette capacité de. C'est un petit peu comme si c'était une sorte de noyau dur que tu peux ensuite mêler avec toutes les autres émotions, ce qui n'est pas forcément possible entre d'autres types d'émotions. Tu ne pourras pas forcément mêler peur et joie, tu vois, ça risque d'être un peu Ouais, compliqué, ouais. ce sera pas cohérent. Du coup, c'est pour ça que pour moi, je la mets un petit peu au-dessus des autres émotions en réalité. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler aussi. Et pour le coup, c'est ça, c'est vraiment intéressant de voir à quel point tu peux ramener des gens, même si au départ ils connaissent rien, rien au sujet, tu peux vraiment réussir à les ramener autour de ce que tu veux raconter. Et quand c'est bien fait, ouais, c'est super impressionnant, ça donne envie aux gens de venir. Et moi, j'aime beaucoup. C'est pas facile de jouer de la curiosité. Euh, mais plus tu connais ton public, plus tu sais aussi ce que ton public ne sait pas et quels sont les points de douleur qu'il rencontre, plus tu es capable de trouver le bon angle pour bien susciter la curiosité. Et ça, tu vois, typiquement, ce que Yomi a fait là, par exemple, avec les 9 mensonges qui te font rester pauvre, là, c'est intéressant parce que il sait que son audience, elle est en général pauvre, un peu fauchée et qu'elle a envie de gagner de l'argent. Euh, et si elle est directement confrontée à des mensonges qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'elle est pauvre, ça se trouve en plus, elle croit à ces mensonges, bah là, elle a envie d'en savoir plus. Donc ouais, complètement d'accord avec toi sur l'importance de la curiosité. Pour moi, je la mets vraiment à part et c'est vraiment le gros point, tu vois, que j'essaierai de travailler, que ce soit autour d'une idée d'ailleurs ou autour d'un titre, d'une miniature. Et puis évidemment ensuite bah, dans l'accroche, dans le script quand tu déroules quoi. Ouais, tout à fait. Bah, j'en parlerai peut-être un peu après des combinaisons qui sont possibles avec la curiosité. Moi, je trouve vraiment, encore une fois, que c'est vraiment la meilleure. Et tu vois, pour le coup, c'est Mm. celle que moi, j'arrive le mieux à mettre en avant parfois. Donc c'est marrant enfin, d'entendre que toi, du coup, tu as plus de mal avec cette émotion-là. Mais du coup, ouais, jouer vraiment sur la curiosité, c'est vraiment très, très fort dans vos titres. Ensuite, du coup, deuxième émotion, la peur. Donc, comme j'ai dit, utiliser de la bonne manière, ajouter un soupçon de peur dans les titres peut être véritablement catalyseur de clics et de vues. Donc, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils jouent sur le FOMO. Donc, c'est la peur de manquer quelque chose, etc., de rater la dernière tendance ou de manquer une opportunité. Et ça, bah, j'en parlais un petit peu au début de cet épisode. Mais Louis Esquier, c'est vraiment quelque chose qui fait très bien, notamment, là, j'ai mis des exemples. Comment survivre à la crise en 5 étapes. Ça joue vraiment sur le FOMO parce que bah, tu as l'impression que si tu cliques pas sur la vidéo, toi, tu vas pas survivre à la crise, tu vois. Donc, tu vas vraiment manquer de quelque chose et c'est la raison pour laquelle ce titre est très fort et très puissant. La plupart des gens vont tout perdre en 2024. Pareil, là, on joue un petit peu sur la peur. Enfin, c'est vraiment le FOMO qui est mis en avant et la peur également. Et ici, comment ChatGPT a baisé le cerveau d'une génération. Pareil, on joue sur la peur. Et du coup, c'est ce qui fait cliquer. Ouais, par rapport à ça, en fait, on parle souvent du biais de négativité. C'est le biais de négativité qui est derrière en réalité. Et le truc, c'est que le biais de négativité est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que finalement, on reste. Et en fait, c'est ça ce qui est génial, enfin, ce qui est génial ou redoutable pour certains, si on est cynique ou pas. Mais ce qui est génial, c'est que quand on prépare des vidéos YouTube, en réalité, on ne fait que jouer, ou en grande partie, jouer avec les émotions des gens, jouer avec même l'aspect animal des gens.
parce que bon, bah, les émotions, c'est quand même un peu notre partie animale aussi. Et, euh, et en réalité, tu vois, la peur, c'est la plus puissante parce que derrière, il y a le biais de négativité. Et pourquoi est-ce qu'on est sensible à ça, à la peur, au biais de négativité? Parce que souvent, ça veut dire qu'il y a une menace. Et de façon très, très, comment je pourrais dire ça, très fondamentale, en tant qu'humain, bah, s'il y a une menace, c'est peut-être que notre vie est en danger. Parce qu'à l'état de nature, s'il y a une menace, on sait qu'on risque la mort, on sait qu'on risque de perdre une jambe ou quoi que ce soit. Et donc, il faut directement réagir, faut pas rester de marbre. Et du coup, si vous arrivez à jouer de la peur avec cette émotion qui est aussi fondamentale et qui est probablement une des plus puissantes émotions qu'on puisse ressentir, euh, vous allez pouvoir vraiment faire un gros effet de levier avec votre chaîne YouTube. Maintenant, peut-être un petit point, je sais pas si tu allais le préciser ou pas, mais ça peut être intéressant, c'est de faire quand même gaffe avec l'émotion de la peur. Pourquoi? Parce que tu peux user de ouf de la curiosité, par exemple. Je pense que jamais les gens ne t'en voudront pour ça. En revanche, si tu utilises à fond la peur, et c'est peut-être d'ailleurs un peu aussi ce que faisait Louis pendant un temps, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, il a vraiment utilisé la peur, la peur, la peur à fond. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas attirer, soit tu risques de rebuter ton audience parce que ça va être super anxiogène et les gens en auront marre, à raison dans certains cas. Soit tu risques simplement d'essouffler un petit peu le truc parce que bon, bah, les gens voient qu'à chaque fois tu vas utiliser la peur dans tes contenus, même dans des cas où il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur en réalité, et du coup ça pourrait les lasser, ils pourraient se dire bon bah je connais la recette, j'ai pas envie d'en savoir plus. Mais en tout cas, si c'est bien dosé, que c'est bien amené, que c'est bien dosé, je suis complètement d'accord, c'est ultra ultra puissant, clairement. Ouais, bah complètement d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a vraiment une partie des gens qui kiffent ça. C'est un peu Mm. comme les gens qui sont accros aux infos à la télé ou à BFM TV. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui aiment avoir peur, donc je sais pas si je dois le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que tu vois, ce genre de titre fonctionne très bien. Et d'ailleurs, on voit que Louis a travaillé ses titres avant même de commencer la prod de, Mm. de, de son contenu. Complètement, ouais. Non, et puis et c'est super intéressant que tu dis ça parce qu'en réalité, oui, j'y ai pas pensé, mais euh, l'aspect des médias, que ce soit à la télé, à la radio ou en papier, peu importe, ou en article, en réalité, il tient aussi là-dessus. Il tient sur le biais de négativité, sur la peur à fond. Et c'est vrai qu'en fait, je dis qu'il y a des gens que ça va lasser, mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui adorent ça, qui tous les matins vont lire qu'une catastrophe est arrivée à l'autre bout du monde et que il y a trois voitures qui se sont carambolées à 10 mètres de chez eux, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent ça et ça peut aussi être un fonds de commerce qui en réalité pour une certaine audience peut et autour d'un certain sujet peut être super intéressant. T'as pas tort. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et enfin, du coup, pour terminer, le désir. Donc là, le désir, il prend plusieurs formes, dont les trois principales que j'ai notées ici. Connaissances, compétences et ressources. Et là, encore une fois, dans le monde de l'entrepreneuriat français, les deux qui sont vraiment très bons là-dedans, c'est Antoine Blanco et Yomi. Parce que bah, ils montrent leur lifestyle, etc. Ils montrent qu'ils ont réussi. Et forcément, du coup, ça devient des figures et des modèles pour leur audience. Et ce sont des gens qui, pour leur audience, ont plus de connaissances, plus de compétences et plus de ressources. Et c'est des choses que les viewers veulent vraiment acquérir grâce aux vidéos. Donc, par exemple, du coup, Antoine Blanco, sa vidéo 7 000 € en 3 semaines avec la méthode 30-30-30. Bon, la miniature aurait pu être améliorée parce qu'elle répète un peu ce qui a été dit dans le titre. Mais du coup, là, on sait qu'on va apprendre des choses, tu vois. On sait même pas ce que c'est la méthode Mm. 30-30-30 et il va falloir cliquer dessus pour savoir ce que c'est, tu vois. Deuxième exemple avec la vidéo Yomi, 5 étapes pour transformer sa vie en 2024, guide complet de productivité. Là, tu vois, tu cliques dessus, on sait que pendant 50 minutes presque, on va apprendre des choses. On va savoir comment s'organiser, comment être productif, etc. Et ça, c'est vraiment le désir de connaissances et de compétences qui entrent en jeu. Et ça, c'est des choses que Antoine et Yomi font très bien. Ouais, complètement. Pour terminer du coup sur les émotions, et c'est hyper intéressant que tu en aies déjà parlé juste avant, mais du coup ce qui fonctionne le mieux c'est de combiner ces trois émotions pour avoir le plus de résultats. Et notamment du coup curiosité plus peur et curiosité plus désir, donc ça c'est vraiment les deux, euh, c'est vraiment du coup les deux combinaisons que j'ai repérées et qui fonctionnent vraiment très bien. Et encore une fois, comme tu le disais, la curiosité peut se coupler à la peur assez facilement. Et de même pour le désir. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment la meilleure émotion à mettre dans ces titres. En plus, quand tu regardes, tu vois, ce qui est bien avec la curiosité, c'est que ce- ça fonctionne pas forcément avec la peur ni avec le désir. Là où la curiosité, en réalité, tu peux vraiment essayer de travailler ça dans n'importe quel sujet. J'ai l'impression que dans n'importe quel sujet, il y a toujours. Alors, ça va vraiment ensuite être un travail créatif, d'imagination, littéralement. Mais je suis convaincu que dans n'importe quel sujet,
même un sujet en réalité terriblement banal, il y a toujours un angle que tu peux trouver pour essayer de l'amener de façon à titiller la curiosité des gens. Euh, j'ai pas d'exemple dans les médias, mais j'en suis convaincu et pour avoir fait le travail sur des sujets parfois pas sexy du tout, tu peux toujours en trouver. Euh, Là où ce serait moins le cas de la peur, ce serait moins le cas du désir. Et puis dans tous les cas, bah, encore une fois, euh, la curiosité, en plus de pouvoir être, entre guillemets, facilement trouvable dans beaucoup de sujets ou dans la plupart des sujets, c'est aussi quelque chose qui reste peut-être encore plus important en réalité que la peur ou le désir. Euh, et l'essentiel, c'est vraiment de réussir à mêler tout ça, en fait. C'est de réussir à faire en sorte de pouvoir jouer sur tel ou tel type d'émotion. Donc, comme on en parlait, je sais pas, une sorte d'avarice ou que ce soit la peur, le désir, etc. Et en même temps, de pouvoir mêler ça avec la curiosité pour vraiment avoir un combo gagnant qui donne directement envie de cliquer et d'en savoir plus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Là, c'est vrai qu'on parle depuis 1 heure et quart déjà. Euh, Par rapport au titre, non, pas dans l'immédiat. Non. Dans tous les non, cas, en fait, juste. c'est ça. Mais... Non, Non, vas-y, vas-y. dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Dans tous les cas, en fait, les émotions sont partout, et que ce soit encore une fois, bah, surtout la curiosité, et puis derrière, dans n'importe quel sujet, n'importe quelle vidéo qu'on va travailler, on peut toujours trouver un angle émotionnel. Et si vous arrivez à le faire ressortir directement dans un titre assez simple euh, et qui n'est pas trompeur sur ce que vous allez préciser derrière dans la vidéo, et qu'en plus vous faites ce travail de trouver des idées de titre ou une idée de titre avant même d'écrire et de produire votre vidéo, là vous allez directement vous démarquer. Généralement, j'ai quand même l'impression que quand tu fais bien ce travail, et qu'en plus tu te contentes pas de simplement copier-coller des titres, tu rentres déjà quand même dans le... J'ai pas les chiffres, mais je suis sûr que tu rentres dans le top 5 ou top 10% des entrepreneurs sur YouTube, parce que en réalité, il y en a trop qui soit ne font pas du tout le travail sur les titres, soit le font partiellement ou très mal en se contentant de copier-coller ou en faisant des promesses qui ont déjà été vues partout et qui ont rien de nouveau. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et surtout, chose qu'il faut retenir, et c'est peut-être la conclusion de cet épisode, c'est que vraiment les titres, c'est une des choses primordiales qui fait que votre vidéo peut fonctionner et qu'elle peut complètement flopper. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur et que tu veux te lancer sur YouTube ou tu es déjà sur YouTube et que tu veux du coup faire du contenu pour, je sais pas, convertir, te faire connaître ou montrer ton expertise, si tes vidéos flop, aujourd'hui si tu peines à faire, je sais pas, plus de 100 vues, etc., c'est peut-être à cause de tes titres. Donc c'est pas forcément uniquement à cause de ça, mais essaye de voir si tu peux améliorer avec tout ce qu'on vient de dire dans cet épisode des choses dans tes titres pour voir si éventuellement du coup les impressions réaugmentent et si du coup tu arrives à avoir plus de vues grâce à ça. Euh, Retiens aussi que vraiment la chose la plus importante pour moi c'est de préparer son titre avant même de commencer la prod, un peu comme tu l'as dit, tu vois. Et surtout, il faut retenir que le titre, enfin, je me répète, hein, mais le titre, c'est vraiment un élément central. Et c'est vraiment ce qui fait que les gens vont cliquer sur la vidéo, quoi. C'est bah, comme le dit si bien MrBeast, si personne ne clique, personne ne regarde. Et du coup, il faut vraiment qu'il y ait un élément, tu vois, qui fasse, enfin, qui donne envie de cliquer aux viewers. Donc voilà. Mais en réalité, ouais, je suis tout à fait d'accord, et à certains égards, ce serait même... en termes de ton travail, il m'est arrivé une fois, un jour, un prospect m'a posé une question qui était quel est le 80-20 d'une vidéo YouTube? Si tu devais me conseiller, c'est quoi les gros éléments que je devrais vraiment travailler en priorité? Et pour moi, c'est là en fait que tout réside. Et pour moi, il y a trois éléments qu'on peut même réduire en deux en réalité, dans lequel il y a le titre notamment. Le premier, ce serait vraiment l'idée de la vidéo. Je pense qu'on aura l'occasion de faire des podcasts sur le sujet aussi, il y a beaucoup à dire, mais l'idée de la vidéo dans un premier temps, et derrière le packaging qui du coup contient le titre et la miniature. Donc pour moi déjà, si vous faites un gros travail, presque aussi conséquent sur cette... Bon, on va pas non plus raisonner en termes de temps, mais si on devait raisonner en termes de temps, et qu'on passait par exemple 10 heures sur une vidéo, bah, ça vaudrait presque le coup de passer 5 heures sur l'idée et le packaging, et 5 heures sur le script par exemple. Peut-être même plus de temps sur l'idée et le packaging que sur le script, parce que c'est vraiment ultra important. C'est aussi ce qui va pouvoir vous différencier de prime abord. Et puis surtout, en fait, comme, bah, du coup, comme l'a si bien dit MrBeast et comme tu l'as si bien dit toi, si personne clique, personne ne regarde la vidéo. Et si un titre est mauvais, si un packaging est mauvais, personne ne va cliquer. Donc même si la vidéo derrière est excellente, que je sais pas, vous avez mis 200 000 euros de prod dedans, bah, si personne clique, ça ne vaudra pas le coup et vous aurez tout perdu. Donc vraiment important de bien faire ce travail, ouais, tout à fait. Yes. N'hésitez pas aussi à nous dire du coup ce que vous avez pensé de cet épisode. C'est vrai que c'est notre premier, donc n'hésitez pas à nous dire vraiment de manière franche, hein, parce que nous, notre but c'est vraiment de vous aider aussi à travers ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit du coup, bon, ce sera plus dans la communauté privée du coup que on va pouvoir vraiment être attentif et vous répondre. Mais si vous en avez, vous pouvez également les mettre du coup dans les commentaires juste en dessous.
Et puis on espère du coup que cet épisode vous a plu. Et si vous avez des idées de prochains podcasts, n'hésitez pas également à nous donner toutes vos idées. Carrément. Et puis, si du coup, bah, vous avez envie d'avoir quelques ressources qu'on donne pas forcément en public et qu'en plus vous avez aussi des questions relatives au développement de votre chaîne ou vous voulez traiter certains sujets un peu plus en profondeur avec nous qu'en simple commentaire YouTube, n'hésitez pas du coup à rejoindre la communauté gratuite, donc qui sera présente directement dans la description. On sera dedans, on essaiera de vous prendre le temps de vous conseiller, de répondre à vos questions, de vous donner aussi des petites ressources de valeur qui pourront vous aider dans votre quête. Et puis, on se retrouve très bientôt. Yes, surtout que pour ceux qui sont dans la communauté, du coup, on va régulièrement prendre des chaînes du coup de personnes qui sont dans la communauté pour les analyser du coup en direct et bah, vous donner vraiment beaucoup de conseils, de choses à améliorer, de choses qu'il faut changer, etc. de manière totalement gratuite, simplement pour pouvoir échanger avec vous et vous montrer un petit peu ce que vous pourriez améliorer. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, toi qui regardes la vidéo, et ben n'hésite pas à rejoindre du coup la communauté en cliquant sur le lien en description. Et puis du coup peut-être que ça sera ta chaîne qu'on analysera. On analysera. Très bien dit. Bon, en tout cas, je suis très contente de faire cet épisode Blast avec toi. Et puis à une prochaine très bientôt. Moi de même, ouais, adore mettre ça et à très vite.